Donc avant de commencer, une petite nouvelle d'actualité. Je suis heureux de vous annoncer que je vais être à nouveau publié dans la presse, cette fois dans le magazine Deuxième Guerre mondiale. Ce sera un article sur la reconstitution, car je suis aussi reconstitueur, et il sera disponible dans les kiosques le 28 février. Donc à bon entendeur, salut. Revenons maintenant, après cette petite publicité éhontée, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, à la Louisiane. Ceci constitue l'avant-dernière vidéo consacrée à ce dossier, et on va voir quelles ont été les circonstances exactes de la vente de la Louisiane par la France, comment ça s'est passé, comment l'a-t-on cédé, comment les Américains l'ont-elles récupérée. Alors, il faut savoir, comme je vous l'avais dit, que Paris estime qu'il est impossible de garder ce territoire du fait de la trop grande menace que forment d'un côté Londres, de l'autre côté Washington, pas pour les mêmes raisons, mais mis bout à bout, cela concourait à empêcher de garder la Louisiane. Notamment à cause de ce point précis qu'était le port de la Nouvelle-Orléans, qui cristallise les problèmes entre la France et les États-Unis. Donc les Américains envoient une mission en France pour espérer régler les problèmes de manière diplomatique avec Paris. À l'époque, les communications sont ce qu'elles sont, elles sont longues, et entre le moment où une délégation part donc de Washington et elle arrive à Paris, il s'écoule longtemps. La traversée de l'Atlantique est encore longue et parfois dangereuse, et les choses peuvent évoluer de part et d'autre sans que l'on puisse sur un navire en être averti, car il n'y a pas de télégraphie sans fil. Vous le savez, ceci date de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, et est dû à l'ingénieur italien Marconi. Pas de ça à l'époque. Donc quand les Américains arrivent en France, qu'ils débarquent, ils proposent à Paris 10 millions de francs, ce qui est même beaucoup pour l'époque, pour acheter la ville de la Nouvelle-Orléans qui pose tant de problèmes. Et là, on leur fait une contre-proposition complètement ahurissante qui les abasourdit. Talleyrand, donc le fameux Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, ancien évêque, on pourrait presque dire apostat, qui s'est reconverti dans la politique, dans la diplomatie, dans la carrière de l'homme d'homme d'État, est alors ministre des Affaires étrangères. Donc vous savez qu'il est détesté par la plupart des gens qui s'intéressent à Napoléon. Napoléon l'appelait cette merde dans un bas de soie. Mais il n'empêche qu'il n'en reste pas moins l'un des plus grands diplomates du 19e siècle et qu'il sait très bien tirer les ficelles. Et là, je le répète, il est ministre des Affaires étrangères français. Et il répond à la proposition américaine par la chose suivante. Nous ne vous vendons pas la Nouvelle-Orléans, on vous propose le territoire complet pour 80 millions de francs. Les Américains sont surpris, mais se reprennent très vite, et l'affaire est conclue dès le 30 avril 1803. Et les Américains sont déjà des gens qui ont de l'argent et de bons payeurs. C'est-à-dire que la France reçoit son argent rapidement et en entier, contrairement à une légende tenace. Vous avez beaucoup de gens qui ont estimé après, qui ont affirmé que les Américains n'avaient pas payé, ce qui est faux. Bon, par contre, il faut savoir que ces 80 millions sont minorés de 20 millions. Pourquoi? Eh bien, je vous le répète, je vous renvoie aux vidéos précédentes là-dessus. La France a été en état de quasi-guerre avec les États-Unis, notamment parce que leurs navires transportaient des produits anglais, des produits britanniques, et plus de 300 bateaux ont été coulés par la France. Donc j'ai expliqué ça ailleurs. Et donc ceci constitue une perte économique considérable pour les États-Unis, et la France, qui veut se faire bien voir d'eux, leur abandonne sur les 80 millions, 20 millions en remboursement de ces dommages qui ont été faits à la flotte américaine pendant la Révolution et qui n'avaient pu être payés. J'ai fait une liaison qui n'avait pas lieu d'être d'ailleurs, car la France avait les caisses vides à l'époque. Pourquoi? Eh bien aussi parce que Bonaparte a toujours voulu se ménager à Washington. Il sait, il a prescience de la chose suivante, les États-Unis vont devenir une grande puissance. À Sainte-Hélène, donc dans son exil de Sainte-Hélène, entre 1815 et 1821, dans le mémorial, il dit cette phrase suivante en substance: je laisse derrière moi deux colosses, la Russie et les États-Unis. Et il avait raison. Il avait même pensé d'ailleurs un temps fuir aux USA en 1815 avant de renoncer à son projet. Il ne voulait pas être perçu comme un aventurier, mais plutôt comme un martyr,
Et finalement, vous savez que Sainte-Hélène est sa dernière bataille et sa dernière grande victoire, où il a très bien su se faire passer aux yeux de l'opinion mondiale comme un martyr qu'on a sacrifié. Et c'est encore aujourd'hui une des raisons pour lesquelles sa légende est tenace et vivace. Donc le futur empereur a vendu une terre qui est intenable, et l'argent reçu lui a permis de faire de nombreuses choses. La première est de financer la reprise de la guerre avec l'Angleterre sans augmenter les impôts, ce qui est un point capital. Car vous le savez, la guerre avec l'Angleterre se rallume en 1803, la paix d'Amiens est rompue, et celle-ci dure jusqu'après Waterloo en 1815, avec l'intermède de la première restauration évidemment. Donc les auteurs, Thierry Lenz et Pierre Branda, de Napoléon, l'esclavage et les colonies déclarent à ce propos, je cite, sans cela, Bonaparte aurait été dans l'incapacité matérielle d'assembler son camp de Boulogne et de mettre sur pied sa future grande armée. Donc la grande armée qui devait servir à envahir l'Angleterre, ce qui n'a pu être fait, et qui, en 1805, se détourne des rivages de la Manche pour aller se battre dans cet endroit perdu en Bohême, qui est le village d'Austerlitz, où elle s'est couverte de gloire. Donc vous le voyez, l'argent donné par les Américains n'a pas été inutile, et on verra même dans la conclusion qu'il y a eu d'autres utilisations de ces fonds. Bon, par contre, sur place, Lossa, le préfet, qui était envoyé pour récupérer la Louisiane, vous vous en souvenez, a accueilli les nouvelles avec une grande surprise. Et les 50 000 colons, leur cas est encore plus intéressant puisqu'on ne leur a tout simplement pas demandé leur avis. La veille, ils étaient espagnols, ils se sont retrouvés quelques instants français, et demain, les voilà américains. Il arrive souvent au cours de l'histoire qu'on ne demande pas aux populations concernées leur avis et que les dirigeants choisissent leur sort. C'est aussi là le cas. Néanmoins, Bonaparte fait ajouter au traité, donc le traité de vente de la Louisiane, je cite, qu'ils sachent, donc les Louisianais, que nous nous séparons d'eux à regret, qu'ils se souviennent qu'ils ont été français, que l'origine commune, la parenté, le langage perpétuent l'amitié. Bon, ce ne sont évidemment que des mots, mais tout de même, plus de 200 ans après, vous avez toujours des noms de villes aux États-Unis tels que la Nouvelle-Orléans, Saint-Louis ou Bâton Rouge, qui, jusqu'à preuve du contraire, proviennent de la langue de Molière. Et il reste une communauté francophone qui est moins importante qu'au Québec évidemment, mais qui vit toujours, donc les Cajuns et les Cadiens. Les Cajuns ayant été, donc c'est créoles, c'est-à-dire les descendants des colons français arrivés sous l'Ancien Régime, et les Cajuns, donc les Cadiens qui avaient été expulsés d'Acadie en 1763 quand les Anglais et les Britanniques ont pris possession du Canada français, du Québec. Et cette communauté, j'ai fait une vidéo là-dessus sur la population en Louisiane, a perduré par-delà le temps, et vous avez encore aujourd'hui des épreuves, pas des épreuves, des efforts faits par la francophonie pour préserver cet héritage français. Et si vous voulez vous amuser, vous pouvez écouter un peu des chansons de Louisiane en français sur YouTube, comme Les haricots sont pas salés, ça va vous faire rire, mais néanmoins ça montre que le français existe toujours aux États-Unis, qu'il est une des langues étrangères, du moins des langues qui ne sont pas l'anglais, les plus importantes, à la fois par son histoire et par son nombre de locuteurs, même si je répète, c'était beaucoup moins important qu'avant, et surtout beaucoup moins important qu'au Québec. Mais tout de même, cela existe toujours. Pour en revenir à 1803, Lossa, le préfet, hisse symboliquement le drapeau français sur la Nouvelle-Orléans le 30 novembre 1803, car là encore je vous le rappelle à cause des transports et des communications qui sont ce qu'elles sont, tout met un certain temps avant d'être mis en place. Et moins d'un mois plus tard, la bannière étoilée remplace le drapeau tricolore. Les États-Unis ont donc obtenu ce qu'ils voulaient. Ils se sont agrandis considérablement à assez peu de frais et surtout sans faire couler le sang. Et ces nouvelles terres vont leur servir de base à leur future expansion qui n'a pris fin qu'une fois les rivages du Pacifique atteints et le Mexique refoulé au-delà du Rio Grande. De plus, il faut tout de même prendre conscience du fait que les tensions, malgré cette vente, ont perduré avec la France, notamment à cause du blocus continental
qui a gêné le commerce américain, donc c'est ce blocus mis en place par la France pour empêcher aux produits britanniques d'accéder au continent, et qui gêne aussi le commerce des neutres, dont celui des Américains. De plus, pour terminer, la guerre de 1812 donc entre Londres et Washington, qui est une guerre anglo-américaine qui aurait dû soulager si des efforts avaient été faits à la France, car vous savez, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, eh bien en fait, n'a servi à rien à la Grande Armée piégée à la fois en Espagne et embourbée en Russie. Et on pourrait parler de cette guerre qui n'est pratiquement jamais étudiée, il faudrait que je rassemble de la documentation là-dessus, je le ferai peut-être. Mais il faut retenir que les choses vont être longues entre la France et les États-Unis avant de retrouver la Concorde. On terminera la prochaine fois par une dernière vidéo qui sera une conclusion générale de ce grand dossier qui, je l'espère, vous aura intéressé.